Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus, et pour certains avec une fidélité déconcertante, car je vois des visages que tous les mois sont présents, et je les en remercie particulièrement. Parce qu'effectivement, pour ceux qui viennent moins souvent, nous organisons tous les mois depuis 1 an ces petits déjeuners enjeux et perspectives autour d'une thématique. L'année dernière, c'était croire. Cette année, c'est l'humain, le vivant, la planète, que nous faisons aborder par des intervenants qui ne sont pas membres de la Grande Loge de France, avec des points de vue extrêmement variés, justement, pour pouvoir éclairer la réflexion sur ce sujet qui nous concerne tous. Alors, le premier de nos intervenants cette saison, si j'ose dire, était Jean-Jacques Hublin, professeur au Collège de France, paléoanthropologue. Alors, commençons un petit abonnement au Collège de France, parce que professeur Sansonetti, qui est notre intervenant d'aujourd'hui, est également professeur au Collège de France, chercheur à l'Institut Pasteur. Alors, l'humain, le vivant, la planète, on en a parlé sur le thème de l'évolution de l'humain avec Jean-Jacques Hublin. On a parlé d'un regard particulier sur l'humain et depuis l'humain avec l'autisme et l'intervention de Joseph Chovanec. On a parlé de l'utilisation des ressources juridiques pour défendre l'environnement avec Marine Calmet, qui est une avocate présidente d'une association écologiste juridique Wild Legal. Au mois de mai, nous clôturerons cette saison avec le philosophe et essayiste Gaspard Koenig, qui nous parlera de réconcilier la liberté et l'environnement, titre de son dernier ouvrage. Et puis nous aurons également début juin, mais là en soirée, une conférence avec Corinne Pelluchon sur l'environnement et sa vision. Corinne Pelluchon, qui est aussi une philosophe connue. Alors, Microbes sans frontières, c'est le titre du livre de Philippe Sansonetti, et je me demandais comment on allait pouvoir raccorder le thème des microbes avec la franc-maçonnerie et nos thèmes de fraternité. Et puis, en lisant cet ouvrage, car je l'ai lu, j'ai été stupéfait dès le début de trouver une citation que j'allais pouvoir vous faire, qui n'est pas une citation de Philippe Sansonetti, mais qu'il a repris de Charles Nicholl, je crois. Voilà, je la retrouve. Et les microbes nous apprennent qu'on est frères, figurez-vous. C'est écrit: la connaissance des maladies infectieuses enseigne aux hommes qu'ils sont frères et solidaires. Nous sommes frères parce que le même danger nous menace, solidaires parce que la contagion nous vient le plus souvent de nos semblables. Alors, quelle est la responsabilité de l'homme dans la transmission des pandémies? Est-ce que l'homme est victime de lui-même dans cette période qu'on appelle à tort ou à raison l'Anthropocène? C'est que nous allons aborder ce matin. Donc nous aurons l'intervention immédiatement de Philippe Sansonetti. Ensuite, comme d'habitude, des échanges avec vous pendant une vingtaine de minutes, dans l'idée de terminer à 9h45 maximum. Notre très respectable grand maître, qui est ici, comme chaque fois, Thierry Zanveroni, dira quelques mots de conclusion avant que nous nous séparions. Et puis vous pourrez reprendre un café. Et notre libraire de quartier, au Bonheur des Livres, rue des Dames, tient la table de littérature où le livre de Philippe Sansonetti est en vente. Et je pense que M. Sansonetti se fera un plaisir d'en signer quelques-uns à la sortie. Professeur, à vous. Merci beaucoup, merci pour cette invitation, merci pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être là. C'est dans un de ces films, je pense que c'est Annie Hall, Woody Allen dit: j'ai pris un cours de lecture rapide, j'ai lu Guerre et paix en 30 minutes, ça parle de la Russie. Donc là, en 30 minutes, je vais vous parler de la microbiologie dans le même état d'esprit. Donc, l'idée était effectivement de parler des microbes, qui sont un peu les oubliés de la grande quête écologique qui se développe actuellement, et au fond de montrer qu'au même titre que les humains, que le monde animal, que le monde végétal, les microbes souffrent, et souffrent de l'Anthropocène. Effectivement, je pense qu'on ne va pas rentrer dans l'exégèse du terme, vous voyez très bien ce que ça veut dire, de finalement la responsabilité humaine dans la dégradation de la situation climatique, écologique, et justement l'impact que ça peut avoir sur les microbes. C'est ça que j'ai essayé de
de développer dans cette demi-heure. Donc, la première chose que l'on peut dire, c'est que les microbes sont partout. Les microbes sont sur la Terre, les microbes sont dans les océans, les microbes sont associés au vivant, que ce soit le vivant végétal ou le vivant animal, en particulier nous-mêmes. Ces microbes, ils sont sur la Terre depuis 2,5 milliards d'années, c'est-à-dire qu'ils nous ont largement précédés de plus de 2 milliards d'années. Ils ont donc cette capacité absolument extraordinaire de s'adapter à diverses situations. On trouve des microbes dans le pergélisol, c'est-à-dire ce qu'on appelle des bactéries psychrophiles qui sont capables de survivre au moins et même de pousser à 4 degrés ou moins encore, ou dans les cratères des volcans, dans les sources thermales. Donc ça, ce sont des bactéries thermophiles. Donc ça c'est simplement pour dire que ces microbes ont une capacité de s'adapter à toute situation qui est assez extraordinaire et qui est liée en grande partie au fait que leur patrimoine génétique est très flexible. C'est-à-dire que les bactéries ont un taux de mutation qui est très élevé par rapport à celui des cellules eucaryotes, en particulier des nôtres. Et puis ils ont aussi la capacité, parce qu'ils ont une vie collective eux aussi, ils sont solidaires, si je puis dire, sans le vouloir, mais la nature et la pression sélective darwinienne l'ont fait, de s'échanger du matériel génétique et de recombiner ce matériel génétique de manière à pouvoir finalement faire face à de nouvelles situations. Donc ce monde microbien est tout à fait extraordinaire et représente, si on parle en termes de biomasse terrestre, est-ce que vous avez une idée de pourcentage de la biomasse terrestre que représentent les bactéries? Ah non. Non, quand même pas. 20, c'est environ 16%, mais si on rajoute les levures, si on rajoute les virus, si on rajoute un certain nombre d'autres organismes eucaryotes monocellulaires, on est aux alentours de 20%. C'est-à-dire 1/5 de la biomasse est représentée par des microbes. L'homme ou les animaux, là-dedans, c'est même pas 1% hein, de la biomasse de la planète. L'essentiel est végétal. Donc ces microbes, c'est considérable sur le plan de ce que quantitatif, je dirais. Alors sur le plan qualitatif, effectivement, on a une vision des microbes qui est souvent un petit peu, je dirais presque pasteurienne, au sens où on prend les microbes beaucoup pour des pathogènes, mais dans ce monde des microbes, par rapport au monde végétal ou au monde animal, c'est simplement 1% ou moins des micro-organismes qui sont pathogènes. Tout le reste fait des choses, et des choses particulièrement utiles. Alors, à quoi servent ces microbes sur la Terre? Probablement, d'abord, ils sont essentiels au maintien de tous les grands cycles sur la planète. Le cycle du carbone. Ils absorbent, ils fabriquent du CO2. Le cycle du méthane. Le cycle de l'azote. Les bactéries recyclent l'azote de façon extrêmement efficace. Donc il y a le cycle du phosphore. Tout ça, c'est quelque chose qui est poussé, soutenu en grande partie par des microbes. Qu'est-ce que font encore les microbes? Ils fabriquent de l'oxygène. La moitié de l'oxygène terrestre est fabriqué par ce qu'on appelle des cyanobactéries, qui sont pour l'essentiel des bactéries marines. Ça, c'est quand même quelque chose de relativement important, bien entendu. Les microbes sont associés en symbiose avec le monde végétal, ce qu'on appelle la rhizosphère. C'est-à-dire que des bactéries sont essentielles à la croissance harmonieuse des plantes. Elles les aident en particulier en fixant l'azote. Beaucoup de plantes ne peuvent pas ou peuvent très très mal fixer l'azote. L'azote est essentiel pour faire des acides aminés et pour faire des protéines. C'est le cas en particulier des légumineuses. Ça ne se ferait pas sans les bactéries. Et puis les bactéries sont bien entendu associées au monde animal, à l'homme, et c'est toute la problématique qui se développe beaucoup à l'heure actuelle de ce qu'on appelle les microbiomes. Alors le microbiome humain, par exemple, on en reparlera dans la dernière partie de ma présentation, c'est quelque chose d'assez considérable. C'est-à-dire qu'on a chacun d'entre nous, en particulier dans notre intestin, 100 000 milliards de bactéries. Ce qui est quand même un chiffre relativement énorme, et on vit tous les jours, généralement, sans s'en rendre compte, avec ces bactéries. Alors ces bactéries, elles ont un rôle
très très important. C'est une communauté, c'est un écosystème qui est très particulier. Donc, par exemple, dans le milieu intestinal, qui est constitué d'un cœur de bactéries. On a tous entre nous en commun à peu près une vingtaine d'espèces bactériennes. Et puis tout le reste, des centaines et des centaines d'autres espèces sont différentes. C'est une espèce d'empreinte digitale ou de carte d'identité individuelle qui nous marque notre présence en termes que hôte d'un monde microbien. Et ces bactéries, elles sont pas neutres du tout, elles sont essentielles. Elles sont essentielles à 3 niveaux. D'abord, cet écosystème, il nous protège contre les maladies infectieuses. C'est-à-dire que c'est très difficile pour un pathogène d'aller s'intégrer dans un écosystème déjà existant, qui a ses habitudes, si je puis dire, qui a ses flux métaboliques, et donc un effet de barrière. Deuxième effet important, c'est essentiel à la maturation et au fonctionnement du système immunitaire. À la naissance, le système immunitaire, il est quasiment atrophique. À la naissance, le fœtus est stérile, et puis d'un seul coup, va se peupler de micro-organismes. Et son système immunitaire va se développer grâce à ces micro-organismes qui vont progressivement le coloniser. Il est essentiel au métabolisme. Il y a des tas de choses qu'on ne sait pas faire, nous, les grands eucaryotes complexes. On ne sait pas, par exemple, digérer les sucres complexes, les fibres. Et ça, c'est des bactéries qui le font dans notre intestin et qui les fermentent et qui en font ce qu'on appelle des acides gras à chaîne courte, qui sont des éléments extrêmement forts sur le plan calorique et nutritionnel. Et puis, dans les premières années de la vie, la présence de ces microbes, elle est aussi importante dans la maturation finale de ce qu'on appelle le rewiring du cerveau, c'est-à-dire dans la maturation, le câblage des neurones est fait sous la pression d'un certain nombre de facteurs qui sont produits par les bactéries du tube digestif ou des médiateurs de l'organisme qui sont stimulés, des neuromédiateurs, par la présence de micro-organismes. Donc cette symbiose entre l'homme et les microbes, elle est essentielle. Mais plus globalement, cette symbiose entre la nature et les microbes est essentielle. Et on en vient de plus en plus, vous l'avez sans doute entendu, le terme, je l'ai développé beaucoup dans mon ouvrage, le terme de One Health, une seule santé. C'est-à-dire qu'en réalité, la santé globale, la santé du monde végétal, la santé du monde animal, la santé humaine sont liées. Et si l'une d'entre elles, pour une raison ou pour une autre, se dégrade, ça va impacter sur l'ensemble de l'écosystème planétaire. Donc on est tous solidaires, et en particulier solidaires par l'intermédiaire de ces micro-organismes, puisque ces micro-organismes sont, comme je vous l'ai dit, essentiels dans des grands cycles de la planète et bien entendu dans ces symbioses animales et végétales. Donc, au fond, ce que j'avais dit dans ce livre, il y a 5 ans maintenant, c'est « Tu aimeras tes microbes comme toi-même ». La réflexion était « Que serait la planète si demain matin, catastrophe survenait, qu'un bactériophage qui aurait une action terrible sur l'ensemble du monde microbien détruise les microbes, que pourrait être un monde sans microbes ?» Un monde sans microbes, ce serait un monde misérable, dans la mesure où tout les phénomènes que j'ai mentionnés disparaîtraient progressivement, et donc on se retrouverait dans une situation d'abord et avant tout de carence alimentaire, et les espèces commenceraient probablement à disparaître. Donc tout ça est quelque chose à prendre en considération, et parce que ces écosystèmes microbiens, quels qu'ils soient sur la planète, ils souffrent à l'heure actuelle. Et ils souffrent d'un certain nombre de stress environnementaux qui sont bien entendu le changement climatique, le réchauffement, que ce soit d'ailleurs dans les villes ou dans les champs, si je puis dire, et souffrent en particulier les micro-organismes telluriques, les micro-organismes du sol qui sont soumis à ces alternances de périodes de chaleur extrêmement sèches et puis ensuite de précipitations massives avec un sol qui devient poreux. Donc, au fond, les endroits où se développent ces écosystèmes microbiens sont altérés, et donc les écosystèmes eux-mêmes souffrent en termes de nutriments disponibles et de conditions donc de température, d'acidité des sols et ainsi de suite.
Les écosystèmes océaniques souffrent considérablement à l'heure actuelle, en particulier des faits du changement climatique et de la pollution. Donc tout ça fait que, au fond, on vit au centre de cette souffrance globale du monde microbien sans véritablement le savoir, parce que les microbes, au fond, ils souffrent en silence, et puis ils sont invisibles. Et je suis toujours un petit peu choqué, ça change, mais tout doucement, par le fait que dans ces grandes réunions internationales d'écologie comme les COP, on parle énormément de biodiversité, mais on parle jamais, quasiment jamais, de diversité microbienne et d'altération de la diversité microbienne. Alors pour revenir à la réponse que j'ai eue tout à l'heure, oui, 95%, mais pas 95% en quantité, mais en biodiversité. C'est-à-dire que 95% de la biodiversité de la planète, ce sont des microbes. C'est la biodiversité des microbes, ce qui est considérable. Et au même titre d'ailleurs que nous sommes nés des microbes, si demain, malheureusement, les populations animales, les mammifères disparaissaient, c'est probablement par le patrimoine génétique disponible au niveau de toute cette collection de microbes qui peuplent la Terre que la vie animale pourrait reprendre. Donc, ces écosystèmes souffrent et malheureusement, pour l'instant, sont relativement peu considérés dans cette souffrance, y compris dans les conséquences que peut avoir cette souffrance sur la santé globale. Alors, est-ce qu'on peut changer ça? Oui, parce que depuis maintenant une vingtaine d'années, il y a eu une révolution en microbiologie qui a été la révolution de la génomique comparative et maintenant de ce qu'on appelle la métagénomique. Je vais y revenir très très rapidement. Si le calendrier qu'on se propose, c'est celui d'aller finalement surveiller les écosystèmes microbiens, alors dans des endroits bien spécifiques, représentatifs, qu'ils soient terrestres, océaniques ou au niveau de certaines espèces animales ou végétales, dans les années ou les décennies précédentes, il aurait fallu le faire avec les méthodes classiques, aller faire des prélèvements et puis ensuite cultiver, identifier ces micro-organismes et ainsi de suite. C'est hors de proportion avec ce que l'on pourrait espérer faire, même si on avait des crédits énormes. Ces dernières années se sont développées des approches qu'on appelle la métagénomique, c'est-à-dire qu'on ne fait plus le diagnostic en faisant pousser les micro-organismes et en les identifiant, et comme je viens de le dire, mais on les identifie par leur génome. Et la métagénomique, pour simplifier, ça consiste à prendre un échantillon, à extraire l'ADN de cet échantillon, à casser cet ADN en de multiples fragments, des centaines, des milliers de fragments, des millions, et de les séquencer à très haut débit, parce qu'on a maintenant des machines qui permettent ce séquençage à très haut débit, et d'appliquer sur la connaissance de ces petites séquences de la bioinformatique. C'est-à-dire toutes ces petites séquences, les ordinateurs vont les remettre ensemble, bout à bout, et finalement on va pouvoir reconstituer les génomes des microbes qui sont présents à l'intérieur de ces écosystèmes. Et on va pouvoir faire, parce que ces machines sont d'une efficacité extraordinaire, la bioinformatique, de la même façon, on utilise maintenant bien sûr des méthodes d'intelligence artificielle, on va pouvoir identifier l'ensemble des gènes, donc l'ensemble des micro-organismes présents dans un environnement donné, mais non seulement on va pouvoir le faire à un instant T, mais on va pouvoir reproduire l'expérience de façon régulière, de manière prospective, et commencer à établir finalement un mapping global de la souffrance de ces écosystèmes microbiens dans différents environnements. Donc ça, c'est un changement d'échelle extraordinaire qu'on voit se développer, par exemple, avec l'expédition Tara Océan, qui suit de façon très régulière des écosystèmes marins, essentiellement pélagiques, c'est-à-dire à la surface et sous immédiatement la surface de l'eau, essentiellement dans les zones littorales, dans l'Arctique, dans l'Antarctique, dans différentes parties du monde, avec un point à un instant T, et puis 5 ans plus tard, on repasse, on refait des prélèvements, et on voit effectivement que ces écosystèmes microbiens ont tendance à changer, en particulier, encore une fois, à partir d'influences environnementales et d'influences en particulier des polluants qui sont déversés dans les océans.
Donc ça, c'est possible maintenant à tous les niveaux, que ce soit dans l'océan, que ce soit sur la planète, que ce soit sur les êtres vivants, animaux ou hommes ou végétaux. On voit par exemple depuis 2-3 ans maintenant sortir des papiers sur ce qu'on appelle le microbiome urbain, c'est-à-dire le suivi dans des dizaines de villes des écosystèmes microbiens sur des endroits où il y a beaucoup d'échanges interhumains, de manière à suivre ces situations, et on peut suivre la richesse ou au contraire la diminution de diversité, on peut trouver des pathogènes, on peut trouver des bactéries résistantes aux antibiotiques, enfin il y a toute une espèce de vision globale qui se met en place et qui permet d'établir des politiques de santé plus rationnelles. Les eaux d'égout, par exemple, en amont des stations d'épuration, sont un formidable réceptacle d'échantillons, par les matières que vous pouvez imaginer, qui reflètent la présence de certaines bactéries, celles de notre microbiome intestinal en particulier, mais aussi par exemple de pathogènes. Ça a été fait beaucoup dans la période de Covid, où on voyait que le virus SARS-CoV-2 apparaissait dans les eaux d'égout, alors tout ça par des méthodes moléculaires, bien entendu, 1 semaine, voire 15 jours avant que le pic de recrudescence de la maladie ne se produise après la libération des confinements. Donc on a maintenant des outils de surveillance globale qui permettent d'espérer pouvoir finalement donner une vision objective de ce qu'est l'évolution et la dégradation des écosystèmes microbiens, avec les conséquences bien entendu que vous pouvez imaginer. Pour terminer, je voudrais axer un petit peu plus sur la santé. L'OMS révise un petit peu ses priorités de façon régulière et a mis ces dernières années dans ses grandes priorités, bien entendu, le changement climatique, la pollution, mais aussi les maladies infectieuses émergentes, mais aussi un certain nombre de maladies qu'on appelle des maladies postmodernes, qui sont en croissance d'incidence à l'heure actuelle de façon souvent inquiétante, qui sont plus des maladies chroniques. Je parle là de l'allergie, de l'asthme, de l'atopie, d'un certain nombre de pathologies comme les maladies inflammatoires de l'intestin, la maladie de Crohn par exemple, de l'obésité, du diabète, et puis d'un certain nombre de cancers, en particulier le cancer de côlon et le cancer du pancréas. Toutes ces pathologies sont dans une incidence croissante et elles sont à une accélération, en particulier dans les pays du Nord, dans les zones industrialisées. Donc depuis un certain nombre d'années, on commence à se poser véritablement des questions sur le rôle que pourrait avoir l'altération du microbiome humain, justement, dans la survenue, la fragilisation des individus à ces pathologies qui sont de plus en plus inquiétantes et qui malheureusement, c'est même plus le remplacement des maladies infectieuses émergentes. Maintenant, on a les maladies infectieuses qui persistent avec les émergences et en plus, ces pathologies qui en partie sont liées à une diminution de la biodiversité microbienne. Alors, est-ce que cette biodiversité microbienne humaine, en particulier au niveau du microbiote intestinal, qui est le plus gros réservoir de microbes qui nous soit associé, est-ce que c'est une réalité ? Ben oui, dès 2012, des papiers ont commencé à apparaître qui comparaient, par exemple, un papier de Nature très intéressant en 2012, qui montrait que lorsqu'on regardait la biodiversité microbienne chez des enfants et des adultes dans les régions du Nord, là en l'occurrence c'était aux États-Unis, en comparaison de populations du Sud, il y avait le Malawi et puis des populations d'Amazonie qui n'avaient jamais eu de contact avec le monde moderne, avec l'Anthropocène, on s'apercevait que la diminution de biodiversité, enfin de diversité microbienne, en particulier chez les enfants, était de 50%. C'est-à-dire qu'en probablement quelques décennies de développement de la modernité, on a appauvri considérablement notre équipement microbien. Alors si ça concerne la périphérie de ces micro-organismes qui varient de l'un à l'autre, c'est pas très grave, mais si ça commence à éroder vraiment ce cœur de microbes dont je vous ai parlé initialement, ça devient beaucoup plus inquiétant dans la mesure où tous ces éléments, où ces microbes interviennent dans l'interface avec l'homme, avec la santé humaine, vont être remis en question. Donc, quelque chose de global,
des diminutions de cette diversité, et tous les articles à l'heure actuelle confirment cette notion. Et on voit très bien que dans les pays en transition économique, c'est aussi en train de devenir un élément important. Donc, la question, c'est ces altérations de ce microbiome intestinal, de cette collection de microbes, et les altérations donc de fonction, de symbiose qui s'ensuivent. Peut-on véritablement la raccrocher? Alors, quand on a un pathogène, c'est assez facile. On appelle ça les postulats de corps. Hein, ça date de plus d'un siècle. Expérimentalement, on peut très bien montrer que ce microbe va donner la maladie à un animal, et puis on va l'isoler de l'animal et retransmettre à un autre, et ainsi de suite, avec ce qu'on appelle des dysbioses, c'est-à-dire ces altérations de ces flores microbiennes. C'est beaucoup plus difficile de démontrer le fait qu'elles soient pathogènes, mais de plus en plus, y compris dans le laboratoire, ce sont des choses que on fait maintenant, et on essaye d'apporter ce qu'on appelle le lien de causalité. Donc, nos microbiotes s'altèrent, nos microbiomes s'altèrent. Comment? Pourquoi? Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que à la naissance, encore une fois, le nouveau-né est stérile, et son microbiome intestinal va se construire progressivement. Va se construire par l'apport de microbes de la maman, en particulier vaginaux, intestinaux au moment de la naissance, et puis par son environnement, et on va voir s'établir une succession, ce qu'on appelle des successions écologiques, d'emboîtements progressifs, de plus en plus de bactéries qui vont se trouver compatibles les unes avec les autres et qui vont faire ce microbiome. Or, l'Anthropocène, la modernité, par exemple, consiste à accoucher par césarienne. Dans certains pays comme le Brésil, c'est de l'ordre de 80%. Le contact avec le monde de ce bébé qui naît va être différent, parce qu'il va être en contact éventuellement avec la peau de la maman, mais il ne va pas recevoir ces espèces de bactéries fondatrices qui vont lui permettre de commencer à construire ces successions écologiques. Ou bien ce bébé est né dans de bonnes conditions, mais il va faire une infection grave, et on va être obligé de lui donner des antibiotiques, et il va perdre son microbiote. Et on voit très très bien maintenant, par des études épidémiologiques, que cette altération du microbiote à la naissance va donner lieu à une fragilité, avec en particulier des asthmes du nourrisson, qui sont beaucoup plus fréquents, et puis avec ce qu'on appelle de plus en plus une programmation de maladies, qui fait que ces enfants vont avoir 20, 25, 30% plus de risque d'être obèses, voire d'être diabétiques dans les années qui vont suivre. Donc l'impression qu'il existe des fenêtres dans cette séquence d'événements qui, lorsqu'elles ne sont pas ouvertes ou fermées dans les bonnes conditions, finalement, vont donner lieu à la programmation de certaines pathologies. C'est ça qu'on appelle ces maladies postmodernes, et c'est comme ça que la biodiversité altérée commence à s'intégrer dans ce concept global. Alors tout ça, c'est intéressant parce que ça rentre de plus en plus dans cette notion qu'au fond, on est malade, surtout pour les maladies chroniques, par une espèce de triade. Il y a la génétique qui nous rend, par des variations entre les uns et les autres, sensibles à une maladie, mais ça ne va pas suffire. Il faut qu'il y ait des éléments de mode de vie. Alors, ça peut être le tabac, ça peut être les glucides, ça peut être l'alcool. Tout ça, ce sont des éléments qui vont faciliter encore plus la survenue. Et puis le troisième élément, c'est l'environnement, qu'on découvre de plus en plus, que ce soit d'ailleurs pendant la grossesse, sur le fœtus, ou que ce soit, bien entendu, après la naissance. C'est toute la problématique de l'exposome. L'exposome, c'est l'ensemble des éléments environnementaux qui vont impacter sur notre développement et sur la programmation de notre santé ou de maladie depuis la conception, en fait, jusqu'à un âge avancé. Donc tous ces éléments-là, il faut un peu les intégrer, et on voit bien que les microbes en font partie parce qu'ils sont au fond un reflet aussi de l'environnement.
C'est-à-dire que notre microbiote, il va changer éventuellement, il va se dégrader parce que on a un régime alimentaire qui n'est pas adapté ou parce que on prend des médicaments qui vont détruire ces micro-organismes, que ce soit des antibiotiques. Alors, je dis pas qu'il faut pas prendre d'antibiotiques quand c'est indispensable, mais c'est pas automatique, comme vous le savez. Mais d'autres médicaments, les psychotropes, ont des effets antimicrobiens. Donc, on est soumis finalement, qu'on le veuille ou non, dans ce monde moderne, à des éléments environnementaux et nos microbes, au fond, c'est des senseurs, c'est des intégrateurs et sont des effecteurs de ces éléments environnementaux quand ils n'en souffrent pas eux-mêmes, d'ailleurs, directement, quand on parle de molécules anti-infectieuses. Donc on est maintenant dans cette notion d'intégration, c'est encore une fois cette notion de une santé qui nous relie les uns aux autres et en particulier qui nous relie avec nos microbes. Alors, je voudrais juste terminer sur un exemple qui est aussi un peu de l'absurdité, né de l'absurdité humaine, c'est la problématique de la résistance des bactéries aux antibiotiques. Vous savez que c'est un problème majeur dans nos hôpitaux, mais maintenant c'est sorti depuis longtemps des hôpitaux pour être aussi un problème en ville, qui est lié au mauvais usage des antibiotiques. Les antibiotiques, c'est un outil merveilleux, ça sauve les vies, ça a été une véritable révolution médicale, mais ça doit être utilisé dans de bonnes conditions. Or, ça ne l'est pas. Non seulement parce que souvent, encore une médecine humaine ou vétérinaire, l'usage est pas de loin optimisé, même s'il y a eu beaucoup de progrès, mais aussi parce que l'usage des antibiotiques s'est généralisé de façon aberrante, par exemple dans l'élevage, où on s'en sert comme facteur de croissance ou comme élément de prévention d'infection au sein des élevages intensifs. Là aussi, toute la problématique de l'anthropocène, avec, en particulier dans les élevages de poulets ou dans les élevages de porcs, dans certaines régions du monde, c'est banni en Europe, mais malheureusement, on est un petit peu le village d'Astérix pour ça. On déverse des tonnes d'antibiotiques. On pense que chaque année, il y a 300 000 tonnes d'antibiotiques, a priori, qui sont relâchés dans l'environnement sous une forme ou sous une autre. Et au fond, ces antibiotiques, beaucoup ne sont pas dégradés et vont garder un rôle antibiotique. Il y a un papier, il y a 3 ans maintenant, qui a montré, financé par l'Union européenne, que 65% des cours d'eau du monde étaient pollués. C'est le cas de le dire, par les antibiotiques. C'est-à-dire qu'on a fait d'une molécule magique un polluant environnemental. Et pollué à des concentrations qui sont parfois assez proches de concentrations qui peuvent tuer les bactéries, mais qui, en tout cas, quand elles y sont inférieures, sont les concentrations idéales pour maintenir cette pression-sélection pour encourager le développement de la résistance aux antibiotiques. Alors ça, c'est la version résistance et impact, malheureusement, sur la médecine. Mais l'autre version, au fond, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est que cette crise de l'antibiorésistance, elle cache une autre crise, qui est la crise de la biodiversité microbienne, et il est fort probable que ces antibiotiques, en fait, qui sont maintenant dispersés dans la nature, sont parmi les éléments d'anthropocène qui altèrent la diversité des écosystèmes microbiens, et pas uniquement humains et animaux, bien entendu, mais sans doute aussi à d'autres niveaux. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous dire, malheureusement de façon un petit peu résumée et peut-être pour certains aspects un peu confus, parce qu'il le reste aussi encore un petit peu. Cette confusion persiste, mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est le fait que, c'est pas du corporatisme, je pense qu'il faut qu'on soit conscient que dans cette grande crise mondiale que nous vivons à l'heure actuelle sur le plan du climat, de la pollution et autres éléments qui sont directement liés au comportement humain, il faut pas oublier les microbes, parce que malheureusement, les réveils risquent d'être douloureux si on n'en tient pas compte et si on n'en prend pas soin, qu'on a des méthodes pour le faire, et qu'une fois de plus, au fond, c'est la science qui va nous permettre d'essayer de faire le bilan de tout ça et de nous fournir des moyens pour en sortir. Encore une fois, on est malheureusement dans une période de l'anthropocène qui est pas très favorable à la science, et je ne vous prends pas d'exemple politique récent, mais je pense qu'il faut que nous, vous, soyons bien conscients de l'importance de la rationalité scientifique
dans la prise en compte de cette situation et les éléments qu'on peut proposer pour y remédier. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que, si j'en réfère à ma propre personne, je pense que beaucoup d'entre nous ont eu un déclic en vous écoutant sur une approche des microbes un peu différente. Je pense, moi, nous en parlions quelques mots avant votre intervention tout à l'heure. Moi, je suis d'une génération où on avait plutôt en tête qu'il fallait éradiquer tout ce qui ressemblait de près ou de loin à un microbe, faire bouillir le lait, faire bouillir l'eau, etc., pour dans une vision sans doute héritée de la fin du 19e siècle, purement hygiéniste, si on peut dire. Et là, c'est une approche différente. Donc, dites à vos enfants ou vos petits-enfants, quand ils demandent un chien ou un chat, qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des animaux, s'ils en ont déjà tout plein. Excusez-moi de cette boutade. Je donne la parole à qui la veut. Oui, bonjour, merci. C'est bon. Merci pour votre présentation. J'ai simplement une question. Est-ce que l'industrie pharmaceutique développe ce qu'on pourrait appeler des compléments alimentaires microbiens, précisément pour pallier au déficit que vous avez signalé dans la chaîne de croissance d'un enfant, par exemple? Oui, oui, tout à fait. Vous savez, au fond, enfin, c'est pas vieux comme le monde, mais c'est vieux comme la connaissance de la microbiologie. Parce que le premier à se poser ce type de questions, ça avait été Elie Metchnikoff à l'Institut Pasteur au début du XXe siècle. Alors, Elie Metchnikoff, il avait développé une théorie intéressante qui finalement, rétrospectivement, n'était pas si absurde que ça. C'était la théorie du vieillissement par le pourrissement intérieur. C'est-à-dire qu'il considérait que, au fond, on vieillissait parce que à l'intérieur de notre corps, les microbes changeaient et que s'accumulaient des microbes producteurs de toxines, de poisons qui causaient le phénomène de vieillissement. Alors bon, c'était peut-être un petit peu naïf, mais certains aspects ont du sens. Et ce qu'il avait remarqué, c'est que dans les pays du Sud, en particulier dans les Balkans, plus précisément en Bulgarie, il y avait un nombre de centenaires absolument extraordinaire et que tout ça était corrélé au fait que les gens mangeaient énormément de produits lactés, en particulier des yaourts ou l'équivalent local. Et il avait identifié ce Lactobacillus bulgaricus qui a été finalement le point de départ de l'industrie de ce qu'on appelle maintenant les probiotiques. De là sont nés avec Carasso Danone en France, Yakult au Japon. Donc il y a eu un engouement très tôt au fond pour la prise de probiotiques, qui étaient en règle générale effectivement des lactobacilles. Le bilan de tout ça n'est pas très brillant quand même globalement. Il y a eu beaucoup effectivement d'avantages financiers pour les entreprises. Il y a 40 000 entreprises dans le monde qui font des probiotiques. Et quand vous regardez le bilan médical, c'est quand même pas brillant. Donc ça, c'est une première partie de réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est que justement, c'est un peu l'approche scientifique que je vous ai développée ici qui va permettre d'identifier quels sont les bons probiotiques, et ce ne sont très probablement pas ceux que l'on croit, ou en tout cas il en faut d'autres en complément. Et oui, il va y avoir bien entendu de plus en plus cette notion de nécessité de réenrichir les microbiotes. Par exemple, je vous parlais de la naissance par césarienne et du fait que l'ensemencement microbien de l'enfant à la naissance dans ces conditions soit insuffisant et déviant, si je puis dire, par rapport à l'ensemencement que la nature a mis en place, au fond, avec l'évolution. L'idée est de donner à ces enfants, il y a des études cliniques qui sont en cours, des échantillons, alors soit des échantillons de sel de la maman ou de prélèvement vaginal de la maman sous une quantité très très réduite, mais qui va suffire à réensemencer complètement le système, et de voir si effectivement,
remettant la pendule à l'heure dès la naissance, si je puis dire, sur le plan microbiologique, on va faire diminuer la fréquence de l'asthme. On connaît de l'asthme du nourrisson, par exemple. On connaît maintenant les bactéries manquantes. Et il y a eu des grandes études qui ont été faites, en particulier au Canada, et il sera relativement facile de complémenter, donc soit avec une collection globale de micro-organismes, soit avec des micro-organismes ciblés. Oui, on va vraiment dans ce domaine-là à l'heure actuelle, mais c'est un changement de paradigme, parce que c'est, au fond, quelque chose qui est rationnel, scientifique. Une autre question ? On en a tout plein. Allez. Merci, c'était très intéressant. Moi, j'ai une question assez pratique. En fait, après une prise d'antibiotiques, éventuellement pour des jeunes enfants, en sachant que bon, voilà, ça atteint un petit peu tout notre patrimoine de microbes, comment revenir à quels seraient les moyens pour revenir à notre capital microbe, enfin, si j'ose dire. Alors ça, c'est une très très bonne question aussi. Ce qu'il faut savoir, alors, il ne faudrait pas que vous sortiez de là totalement déprimé par mes propos, mais ces collections microbiennes, ces écosystèmes microbiens comme notre microbiote à nous. Alors, bon, je vous ai parlé du microbiote intestinal, mais il y a le microbiote cutané, il y a le microbiote vaginal, on en a parlé rapidement. Ils ont une extraordinaire résilience. C'est-à-dire, si vous prenez, il y a eu des études qui ont été faites par mes copains d'ailleurs aux États-Unis, si vous donnez un antibiotique, et Joël Doré à l'INRA aussi a fait ça, a joué en Josas. Si vous donnez des antibiotiques à un animal, mais à l'homme, ça a été fait aussi, vous voyez très rapidement, bien entendu, cette population disparaître, surtout si c'est un antibiotique à large spectre. Mais dans les 3 semaines qui suivent, le microbiote revient quasiment à la normale. Il y a une espèce de mémoire. On ne sait pas très bien d'où reviennent finalement ces micro-organismes, mais ils se reconstituent quasiment à l'identique. Alors il ne faut pas le faire trop souvent parce que là ça va commencer à diminuer la diversité de l'écosystème, mais néanmoins il y a une très très forte résilience et c'est sur ça bien sûr qu'il faut compter. Alors surtout, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas donner d'antibiotiques aux enfants parce que quand c'est indispensable, ce serait absolument criminel de ne pas le faire, mais il faut être prudent, en particulier dans cette période très précoce de la vie, dans les premiers mois où le microbiote étant pas encore tout à fait constitué, justement, il n'a pas cette résilience. Donc là, sans doute, il va falloir faire quelque chose pour repeupler rapidement, et au même titre que ce que je vous disais pour la césarienne, il y a des réflexions sur que donner en complément d'un traitement antibiotique, à la suite immédiate d'un traitement antibiotique, de manière à éviter cet à-coup sur la diversité microbienne. Après, encore une fois, on ne peut pas échapper quand c'est nécessaire, mais il faut vraiment donner les antibiotiques uniquement à bon escient, avec un spectre le plus focalisé sur le micro-organisme, le pathogène qu'on veut cibler, de manière à ne pas faire ces grands dégâts sur la diversité du microbiote. Mais c'est vraiment une période de transition où on est quand même malgré tout en attente de plus de connaissances pour savoir quel type de micro-organisme il faudrait donner pour complémenter. La levure de bière, justement. Oui, mais vous voyez bien que tout est affaire de diversité et que c'est pas simplement un micro-organisme, que ce soit un lactobacille ou de la levure de bière qui va véritablement changer les choses. Je crois que maintenant il faut se faire l'idée que c'est plus compliqué, mais c'est pas nécessairement impossible. D'accord. Oui, vous avez souligné l'importance des écosystèmes au niveau individuel, voire au niveau local. Le dernier siècle nous a amené à des échanges massifs, à la fois au niveau planétaire, au niveau de la Terre, entre les hommes, les marchandises, les végétaux, les aliments. Quel rôle ces échanges, est-ce que vous avez pu d'ailleurs l'étudier, et puis quel rôle ces échanges ont dans l'accélération des phénomènes que vous avez décrits tout à l'heure? Ces échanges, pour l'instant, ils ont été surtout vus dans le mauvais côté des choses. C'est-à-dire, on a bien vu que
au fond, dans la situation des pandémies, par exemple, l'élément essentiel, finalement, le poumon du développement de la pandémie, c'est les échanges, c'est les transports aériens, c'est les 5 milliards de passagers aériens annuels. Et on voit bien le rôle que ça a eu dans l'explosion de Covid-19. Et donc, au fond, des éléments pandémiques, des foyers d'initiation de pandémie, il y en a de façon très régulière, mais les choses, au fond, sont tuées dans l'œuf, ne se développent pas parce que il n'y a pas ce passage à l'étage suivant qui est l'étage où les gens vont commencer à circuler. Mais on l'avait vu, par exemple, en épidémie d'Ebola en 2014, entre 2014 et 2016, dans l'Ouest africain. Pour la première fois, on avait, du fait des mouvements des populations entre ces différents pays, alors là, c'était plutôt pour aller chercher des aliments. C'était une grande période après la sécheresse d'insécurité alimentaire. Donc les gens ont commencé à circuler, à passer les frontières et à transmettre Ebola à une échelle qui est arrivée dans des villes comme à Conakry. Et à partir du moment où vous touchez une ville avec un hub d'aérien international, là, on peut commencer à se poser très très sérieusement des questions. C'est d'ailleurs, sans être cynique, pour ça que le monde occidental s'est inquiété de cette épidémie d'Ebola, parce qu'il commençait à y avoir des cas en Europe et aux États-Unis. Donc, il est clair que les mouvements à l'échelle de la transmission des pathogènes, ils sont essentiels, et dans les nouveaux règlements sanitaires internationaux, il y a de plus en plus ces incitations à un contrôle local à la source des pandémies, de manière à éviter cette explosion internationale. Alors pour les échanges entre microbiotes, c'est pas encore bien, pas énormément étudié. Il y a aussi une petite hésitation éthique à faire des études sur des populations migrantes, par exemple, parce que bon, voilà, il y a des risques de stigmatisation. On va mélanger les pathogènes, les microbes du microbiote et ainsi de suite. Mais il y a clairement, au fond, l'élément. Si on parle d'un microbiote installé, en règle générale, ça prend 2 ans entre la naissance, à partir de la naissance, pour qu'un microbiote se stabilise et acquiert à peu près l'essentiel de sa diversité. Ensuite, il est quasiment stable pour tout le restant de la vie, parce que c'est vraiment des systèmes qui sont tenus par des échanges métaboliques. C'est-à-dire toutes ces bactéries qui vivent ensemble, c'est par des complémentations qui sont liés, qui sont exigés par les égoïsmes nutritionnels de chacun de ces micro-organismes. C'est-à-dire qu'on fait c'est intéressant en réflexion philosophique, d'ailleurs, c'est un beau modèle d'égoïsme qui se transforme en une vie sociétale solide. Je pense pas que ce soit un bon exemple. Donc, on a cela. Mais tout ça est très sensible à 2 paramètres principaux, l'un qui est l'alimentation et l'autre qui sont éventuellement les médicaments, et encore une fois pas uniquement les antibiotiques. Mais le paramètre principal qui fait modifier la composition du microbiote, c'est l'alimentation. Et c'est pour ça qu'on voit très bien que cette diversité microbienne qui se dégrade dans les pays du Nord, elle est liée très 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 largement finalement aux modifications de la nutrition, à des alimentations qui sont pauvres en fibres, qui sont extrêmement riches en glucides, extrêmement riches en lipides, extrêmement riches en protéines. Ces aliments fabriqués, industrialisés, sont totalement déséquilibrés, et c'est ça qui, entre autres, Anthropocène aidant, alors les personnes qui migrent, on voit bien par exemple en Afrique, les microbiotes dans les zones qui restent des zones à faible PIB ont des microbiotes extrêmement riches
et diversifiés. Et dès qu'ils arrivent dans nos régions du Nord, soumis à ces changements alimentaires, leur microbiote se dégrade. Et beaucoup pensent, par exemple, que la résistance des populations africaines à Covid, par exemple, est liée en grande partie à la richesse de leur microbiote et à l'effet de barrière antivirale que ce microbiote peut apporter, que ce soit d'ailleurs des bactéries ou même des virus. Vous savez qu'on a un virome aussi, on héberge des tas de virus, pas le temps de vous en parler, mais qui ont sûrement eux aussi un rôle dans le fonctionnement, dans la maturation de notre système immunitaire, dans façonner nos résistances antivirales. Mais bon, voilà, il faut bien être conscient que ces populations microbiennes, elles sont d'abord et avant tout sensibles aux éléments environnementaux et en particulier aux environnements alimentaires. Bonjour, je vous remercie pour cette conférence. Alors moi, je voulais revenir sur ce concept passionnant de One Health. Oui. Alors, ce qui m'interpelle, c'est cette idée justement, finalement, d'interdépendance entre le monde végétal, le monde animal et ce monde microbien, et donc aussi avec les virus et tout en fait ces invisibles dont vous avez parlé. Et justement, en fait, ma question c'était quels sont les facteurs clés qu'il faut savoir défendre de cette diversité microbiotique. Et vous avez parlé par exemple au niveau international. Hein. Vous avez parlé par exemple de techniques d'observance avec les nouvelles technologies notamment dans des points clés de la planète pour évaluer et observer l'évolution des populations microbiotiques. Mais est-ce que ça veut dire qu'ensuite il faut du coup agir de manière scientifique d'une façon ou d'une autre pour l'enrichir ou pour le préserver d'une manière ou d'une autre à certains endroits, cette biodiversité microbiotique. Vous avez parlé aussi de l'anthropocène et des conséquences. Donc, est-ce que ça veut dire que One Health, c'est plutôt l'idée que c'est un seul combat aussi au niveau écologique? Donc, c'est en agissant sur la pollution humaine ou en agissant changer nos pratiques industrielles, etc., qu'on va aussi agir sur cette biodiversité microbiotique. Est-ce que c'est ça qu'il faut défendre? Vous avez parlé du réchauffement climatique. Ou est-ce qu'il y a encore d'autres facteurs? En fait, quels seraient selon vous, disons, les facteurs clés au niveau international sur lesquels il faut savoir faire attention ou agir pour garantir cette santé planétaire? Écoutez, vous avez quasiment fait les questions et les réponses en même temps. Vous avez totalement raison. Je pense que le mot-clé dans tout ça, c'est prévention. Je veux dire, il ne faut pas imaginer qu'on va guérir la planète en allant saupoudrer des microbes pour complémenter les écosystèmes comme ça. C'est absolument infaisable. L'idée de base, c'est d'essayer de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Mais on voit bien jusqu'à quel point la situation nous échappe, on voit bien la force que reprennent les courants des climato-sceptiques. Mais non, laissez, ça va s'arranger, il n'y a pas grand-chose à faire. Regardez l'impact du cyclone qui vient de toucher la Réunion il y a quelques semaines. Dans les jours, les semaines qui ont suivi, il y a cette épidémie de chikungunya qui s'est développée. Non pas parce que le virus se porte mieux quand il fait humide, mais parce que les populations de moustiques ont explosé. Comment on prévient ça? On prévient ça en imitant les sources de développement des moustiques, les endroits des eaux stagnantes où les moustiques aiment bien pondre. Il y a bien sûr les outils, ils sont là, ils sont disponibles, mais ils sont pas toujours faciles à mettre en place. Non, le problème, c'est un problème, disons, essentiel au sens philosophique du terme. C'est-à-dire, qu'est-ce que on veut que devienne notre planète? Si on veut que notre planète devienne une poubelle caniculaire avec des microbes qui disparaissent et de la végétation et des humains par la suite dans le concept One Health, allons-y, continuons comme ça.
la problématique de la résistance aux antibiotiques, je veux dire, il y a des gens qui meurent d'infection. Il y a 25 000 personnes chaque année en Europe qui décèdent d'une infection par un micro-organisme antibiorésistant, parce qu'il n'y a plus les antibiotiques qu'il faut pour les traiter. Qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, c'est de la prévention. Des nouveaux antibiotiques, on n'en trouve pas pour l'instant. Donc, il faut bien Donc, on est rentré dans une période où il faut qu'on revienne sur nous-mêmes et qu'on réfléchisse à ce qu'on veut véritablement pour la planète, pour nos enfants, alors que tous les jours, tout nous crie que la situation est inquiétante et voire parfois désastreuse. Moi, je suis désolé d'être un peu véhément, mais j'ai pas d'autre solution que il faut s'y mettre. Il faut réduire les gaz à effet de serre. Il faut réduire la pollution. Sinon on bousille tous nos écosystèmes, qu'ils soient végétaux, animaux, les microbes par là-dessus. Voilà. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Le monde microbien est absolument passionnant. J'ai 2 petites questions. La première pour faire un lien avec un précédent petit déjeuner qu'on avait eu sur le thème de l'autisme. Je me souviens qu'il y a quelques années, on parlait pas mal de cette hypothèse d'un lien entre justement l'augmentation de césariennes, l'augmentation de cas d'autisme et l'impact justement du côté microbien pendant la parturition. Est-ce que c'est une thèse qui est toujours discutée aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est à ce niveau-là? Et deuxième petite question, je me souviens, il y a quelques années, avoir lu une série d'articles dans Le Monde assez préoccupantes sur les conditions de production des antibiotiques en Inde. Mmh. Et notamment la mauvaise gestion des rejets dans les eaux usées, etc. et l'impact que ça pourrait avoir sur une potentielle épidémie d'antibiorésistance au niveau mondial. Est-ce que ça a avancé à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des évolutions les dernières années? Est-ce que c'est géré au niveau international par une organisation ou une autre? Voilà, merci. Je vous en prie, si vous me permettez, je peux commencer par la fin. Oui, effectivement, la pollution des eaux par les rejets industriels, c'est quelque chose qui vaut aussi pour les usines qui fabriquent des antibiotiques. Alors effectivement, il y a tous ces complexes industriels qui se sont développés en Inde, en particulier autour d'Islamabad, où les rejets industriels rejettent dans les fleuves effectivement des antibiotiques. Ce sont souvent d'ailleurs des antibiotiques de synthèse comme la trimétoprime et tout ce qui est quinolone, fluoroquinolone, qui sont des antibiotiques qui se dégradent très 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 difficilement. C'est des molécules chimiques au fond, c'est pas des molécules biologiques comme les pénicillines, les bêta-lactamines et ainsi de suite, en tout cas pour celles qui sont pas semi-synthétiques. Donc il y a un problème. Il y a eu des accords internationaux. Le gouvernement indien et les industriels indiens ont promis de faire un effort. C'était avant la période de Covid pour améliorer la sécurité et les problématiques de rejet. On a l'impression que ça n'a pas beaucoup avancé depuis et que le problème reste. La preuve, c'est qu'on continue à trouver des antibiotiques dans les fleuves. Alors, c'est peut-être aussi une des folies de la façon dont s'est réorganisé nos systèmes économiques. Ces énormes complexes industriels sont très très difficiles à maîtriser, surtout dans des pays qui n'ont pas toujours encore les moyens de le faire. Et on peut imaginer des systèmes plus vertueux de fabrication d'antibiotiques dans des complexes plus réduits en taille, plus disséminés. On a en Europe, en France, aux États-Unis, il n'y a pas de rejet d'antibiotiques dans les fleuves. Tout ça, depuis plusieurs années, a été pris en compte. Malheureusement, voilà, on a décidé d'envoyer toutes nos productions ailleurs et paye le fait, entre autres, au plan écologique, de l'absence de conscience ou de la faible conscience écologique d'un certain nombre de pays et de gouvernements sur la planète. Donc ça reste un problème. Ça reste un problème, tout à fait.
Et on voit bien l'effet des antibiotiques sur les fleuves, hein, ça altère les écosystèmes. Il y a des modèles qui ont montré très clairement que les poissons sont plus sensibles aux infections, parce que justement ces antibiotiques bousillent leur flore intestinale qui les protège d'infections virales en particulier. On voit proliférer des algues bizarroïdes dans certaines rivières africaines. Donc il y a plein de choses qui sont comme ça en train de couver et qui un jour ou l'autre vont nous péter à la figure, si je peux me permettre d'être vulgaire, et comme d'habitude, on sera surpris. Alors pour la première partie, oui, il y a un lien, ça c'est un aspect fascinant. Si vous voulez, on voit l'autisme est vu de plus en plus comme une pathologie qui probablement temporellement se situe en fin de grossesse et dans les premières semaines ou dans les premiers mois de la vie. Et on voit fort bien que, au fond, une partie de la physiopathologie de l'autisme, c'est finalement ce que je parlais de wiring tout à l'heure, c'est un câblage de neurones qui est insuffisant, qui est immature, dans des zones du cerveau qui sont des zones qui se développent vraiment très tardivement, dans les dernières semaines de la grossesse et dans les premiers mois de la vie. Et ces zones sont les zones en particulier qui touchent l'affect, qui touchent la relation de l'individu avec son entourage. Alors, de plus en plus, on pense que tout ça est... Alors, il y a sûrement, comme je disais, un fond génétique, mais il y a aussi un impact environnemental au sens de l'environnement dans lequel vit le bébé, c'est-à-dire dans l'utérus ou dans sa couveuse. Et là, on sait que il y a 2 points qui sont importants. Pendant la grossesse, il y a l'inflammation. Il y a maintenant cette notion un petit peu globalisante du fait que une mauvaise gestion par le système immunitaire pendant la grossesse va impacter éventuellement sur le développement, en particulier le neurodéveloppement du fœtus. Tout ça étant lié à un excès de production de certains médiateurs de l'immunité, comme l'interféron de type 1, par exemple. Donc il y a une problématique de gestion de l'inflammation, et quand on parle d'inflammation, on parle bien entendu éventuellement d'infection virale. Donc il y a tout un travail actuel pour combiner à la fois la recherche de gènes facilitant la survenue. Il y en a, Thomas Bourgeron par exemple à l'Institut Pasteur travaille énormément là-dessus, mais il faut aussi cet élément environnemental. Et après la naissance, probablement, effectivement, il peut y avoir un rôle en particulier du microbiote. Ça a été montré expérimentalement, mais les souris autistes, ça vaut ce que ça vaut comme modèle expérimental, mais oui, il y a l'aspect environnement, en particulier microbien, dans des étapes extrêmement subtiles de finalisation du cerveau de l'enfant. Bien, merci. Pour rester dans les temps, on va en arrêter là. Je vais céder tout de suite la parole à Thierry Zaveroni pour une conclusion. Vous pourrez continuer à échanger de manière informelle avec le professeur Sansonetti autour d'un café. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas les lieux et qui le souhaiteraient, je ferai une petite visite du grand temple de la Grande Loge de France qui est au-dessus de notre tête en fin de parcours, et je répondrai aux éventuelles questions qu'il pourrait y avoir sur la franc-maçonnerie, la Grande Loge de France. Donc on se donnera rendez-vous 10 minutes après la fin sur les escaliers à votre gauche. Thierry. Merci. Merci à vous toutes et à vous tous d'être plus à nos côtés. Monsieur le professeur, monsieur Philippe Sansonetti, merci pour cette conférence, nous avoir sensibilisés sur cet écosystème qui souffre, comme vous l'avez indiqué également, et l'environnement microbien. Au-delà de ça, je voudrais, à titre personnel, vous exprimer ma profonde gratitude, puisque en 2020, le maire de Marseille, monsieur Benoît Payan, ainsi que l'amiral du bataillon des marins-pompiers de Marseille, m'ont confié la tâche de la vaccination. Et je me suis nourri à plusieurs reprises de vos écrits concernant la Covid-19, et notamment les 2 axes sur lesquels vous aviez insisté, et notamment vous étiez une forme de visionnaire, à la fois, bien sûr, évoquer la vaccination de groupe,
mais également le confinement. Et je dois dire que j'ai eu plaisir à prendre connaissance de vos recherches que j'avais partagées avec l'ensemble du corps médical qui m'entourait à l'époque. Et ça a été très éclairant pour nous. Et surtout pour aussi passer des messages importants auprès de celles et ceux que nous vaccinions. Et ça nous a permis aussi de vulgariser le message. En tout cas, merci pour ce matin, parce que le sujet n'est pas facile. Et vous avez évoqué de manière non hermétique tout cela, et merci de nous avoir encore enrichi. Et je voudrais vous remettre, au nom de la Grande France que j'ai l'honneur de présider, le livre objet de notre obédience, qui regroupe donc, il regroupe donc les 3 siècles d'existence de l'Est des sciences, avec tous ceux qui ont, au fil des décennies, des siècles, animé la maçonnerie française. Voilà. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à tous.